Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Augustin Dumière, 53 ans, fêtera bientôt ses 30 années d'enseignement. Toutes passées, à l'exception de la première, dans un seul et même établissement, le lycée Jean Villard de Meaux, en Seine-et-Marne. Pendant ses études, il a beaucoup jonglé. Une prépa littéraire, une maîtrise d'histoire, Sciences Po Paris et l'École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Mais après avoir obtenu son agrégation de lettres classiques, ce fils de professeur a vite réalisé que la salle de classe était l'endroit où il se sentait le plus utile et le plus vivant. À partir de 2003, son emploi du temps d'enseignant de français, latin et grec s'est doublé d'un autre engagement, la gestion d'une association nommée Métis. Elle œuvre pour l'égalité des chances, la réduction des inégalités scolaires, l'ouverture culturelle et la promotion des valeurs de la République. Concrètement, l'association offre un accompagnement personnalisé à 300 élèves, du CP à la terminale, 4 soirs par semaine, assurés par des étudiants et des professeurs retraités. Chaque samedi est proposée une sortie, souvent une visite de monuments ou de musées, suivie d'une pièce de théâtre. Au cœur de l'ADN de Métis, on retrouve aussi la promotion du latin et du grec, qu'Augustin Dumière défend avec passion. Chaque année, ce père de 2 enfants se rend ainsi dans une demi-douzaine de collèges. Son but, convaincre les élèves de se lancer dans l'apprentissage de ces langues de l'Antiquité, qu'il considère comme des instruments de l'égalité des chances et des vecteurs de réussite scolaire. Et cette semaine, Augustin Dumière nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Augustin Dumière. Bonjour Aude Barghetti. Première question, puisque nous parlons d'école. À l'école, quelles étaient vos matières préférées ? Mes matières préférées, c'était probablement déjà des matières littéraires. C'est-à-dire que j'ai peu excellé en mathématiques et en sciences. Et c'était quand même en latin grec, surtout en latin, que je m'en tirais le moins mal. Parce qu'à la vérité, je n'étais pas vraiment un bon élève. Pas vraiment un bon élève, c'est-à-dire ? C'est-à-dire un élève qui travaillait assez peu, qui revoyait assez peu ses cours. Alors j'avais des centres d'intérêt assez forts, comme le latin et l'histoire. Mais oui, aujourd'hui, quand il m'arrive de donner des conseils à des élèves, voire à mes enfants, je n'oublie jamais que l'élève que j'ai été en collège et au lycée n'était pas un élève qui était très brillant ni très travailleur. Et comment cet élève-là a eu envie, a pu devenir professeur ? D'où vient cette vocation ? Alors la vocation, elle est apparue sur le terrain. C'est-à-dire que je ne me disais pas du tout, j'étais élève au lycée, au collège Henri IV à Paris, avec des personnes qui avaient des projets de vie souvent assez ambitieux, qui savaient déjà l'hypocagne ou la cagne qu'ils feraient. Certains savaient déjà qu'ils allaient passer Sciences Po, école d'ailleurs qu'ils ont passé et réussi. Et moi, c'est vrai que j'avais pas d'idée très arrêtée, mais je ne me disais pas du tout à l'époque, tiens, je vais être professeur. Je ne me disais pas, tiens, c'est là-dedans que je vais m'épanouir. Et puis, il s'est trouvé que après le bac, voilà, j'ai passé des concours de façon un petit peu, comment dirait-on, frénétique pour trouver un métier. Et parmi ces concours, donc, j'ai eu la chance d'avoir une agrégation. Et cette agrégation m'a permis de me retrouver dans des salles de classe. Et c'est là, en enseignant le grec et le latin dans les salles de classe, que je me suis dit, c'est sinon une vocation, en tout cas quelque chose qui fait sens pour moi. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier et qu'est-ce que vous aimez peut-être le moins ? Alors, ce que je préfère dans ce métier, je pense que c'est la salle de classe, c'est-à-dire le travail avec les élèves, c'est-à-dire l'idée, les différentes facettes du métier, qui va à la fois du coach sportif à l'universitaire. C'est-à-dire qu'il y a 2 dimensions. Il y a une dimension où il s'agit de motiver les élèves, de s'adapter au profil de chaque élève, parce que les élèves ont des rapports très très différents au travail, à l'autorité, donc ça demande sûrement une psychologie et une certaine finesse de ce côté-là, en tout cas une réflexion, et puis l'idée de se dire, notamment en latin et en grec, qu'on ne peut pas se permettre de faire un cours ennuyeux, parce que les élèves, on peut les perdre à tout moment, et que l'objectif de ces matières, la survie de ces matières passe par un public large. Le fait qu'elles touchent des élèves qui n'ont jamais entendu parler du grec et du latin, et que par conséquent, il faut essayer de les toucher. Donc c'est la diversité, la multiplicité des facettes de ce métier que j'apprécie. Ce que j'aime moins, c'est peut-être son côté solitaire. La profession d'enseignant connaît une crise du recrutement.
Est-ce que vous avez des idées, des pistes pour résoudre, en tout cas, essayer de parer à cette crise? Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à devenir professeur aujourd'hui? Je dirais que c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui a énormément de sens. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. C'est un métier où on est dans un monde qui, à bien des égards, apparaît extrêmement chaotique, inquiétant, et que une façon aussi de donner du sens, et de donner du sens à une jeunesse qui en a grand besoin, c'est aussi de se retrouver dans une salle de classe. Donc je lui dirais de ne pas hésiter à y aller, effectivement de soigner ses arrières, parce que si jamais on s'engouffre dans cette voie, et je sais d'expérience qu'il y a des personnes pour lesquelles cette voie peut être destructrice, en tout cas peut abîmer des professeurs qui ne se sentent pas du tout à l'aise dans une salle de classe. Mais je pense que oui, que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être tenté. Après, pour trouver des voies de recrutement, je pense qu'il est important de donner davantage la parole aux professeurs. Moi, je travaille au sein de l'association Métis avec des professeurs en retraite qui ont passé 30 ou 40 ans dans des salles de classe, et je suis toujours assez admiratif de l'expérience qu'ils ont emmagasinée. Quand on les écoute parler de leur métier, il y a quelque chose d'assez fascinant. Je pense que je ne dis pas que ça résoudrait la crise des vocations, mais je pense qu'en tout cas, le recrutement gagnerait beaucoup à donner la parole davantage à ceux qui sont sur le terrain, et à parler surtout du contenu de ce dont on parle en ce moment, c'est-à-dire de ce que les professeurs ressentent dans leur salle de classe. Vous-même, vous exercez depuis bientôt 30 ans, quasiment 30 ans d'ailleurs, dans le même établissement, le lycée Jean Villard de Meaux. Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas un choix, c'est le logiciel de l'éducation nationale qui, quand vous avez très peu de points, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, ce qui était mon cas en 1995, et que vous n'avez pas d'enfants, par conséquent, vous allez dans le lycée le lycée qu'on vous attribue. Et moi, on m'a envoyé au lycée Jean Villard, et c'est vrai que c'est devenu un choix d'y rester parce que j'ai mis en place un certain nombre de projets, notamment à travers l'association Métis que j'ai créée, que j'ai fondée avec un certain nombre de mes anciens élèves, et qui aujourd'hui aide 300 élèves dans les quartiers prioritaires de la ville de Meaux, à travers la défense du grec et du latin que nous avons et que nous continuons à mettre en œuvre avec les élèves et les anciens élèves du lycée Jean Villard principalement. Donc pour toutes ces raisons, parce que j'ai eu la chance de pouvoir y développer des idées et y mettre en place des projets, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y rester. Alors justement, cette association Métis, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un petit peu d'où vient ce nom? Alors Métis, ça ne s'écrit pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Non, Métis, c'est la mère d'Athéna, c'est la première épouse de Zeus, c'est ce qui incarne pour les Grecs la ruse, l'intelligence, la capacité à anticiper les coups de l'adversaire. Et c'est une idée d'un de mes anciens élèves qui, quand en 2003, à l'hiver 2003, nous planchions sur le titre d'une association qui pourrait venir en aide aux collégiens et lycéens de ces quartiers prioritaires, a proposé Métis, et ce que j'ai trouvé une très heureuse idée. Quelle est la philosophie principale de cette association? Quel est son but? Sa philosophie principale, c'est de dire que l'école ne peut pas y arriver seule. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, l'école ne peut pas espérer, en étant ouverte du lundi au vendredi jusqu'à 16h30, en saupoudrant quelques matières d'ici là, un peu d'anglais, un peu de français, un peu de mathématiques, arriver à l'égalité des chances, arriver à une culture générale commune, à la citoyenneté. C'est un objectif inatteignable si jamais il n'y a pas un renfort très solide derrière, c'est-à-dire en clair une prise en charge de l'élève après les cours, s'il n'y a pas une ouverture culturelle, s'il n'y a pas du théâtre, du grec et du latin, bref, un apport massif qui permet à l'école de remplir ses objectifs. Et encore une fois, cette association, elle travaille main dans la main avec les établissements scolaires, mais c'est vrai qu'elle s'efforce d'occuper de la façon la plus constructive possible le temps hors de l'école. Chaque samedi, il y a des sorties culturelles, il y a du théâtre, on insiste sur l'importance du grec et du latin pour la maîtrise des langues vivantes parlées en Europe et pour la maîtrise du français. Bref, c'est tout un ensemble qui permet de venir en renfort de l'école publique qui a grand besoin de renfort en ce moment. Très concrètement, quelles sont les actions menées par l'association Métis? La première chose, c'est le recrutement des nouveaux élèves en grec et en latin. C'est-à-dire qu'à chaque printemps, nous visitons 40 classes de 3e et pendant 1 heure, on y développe
Je dis on, c'est-à-dire essentiellement des élèves qui sont venus au grec et au latin alors qu'au départ, ils ne connaissaient rien de ces matières et qui, dans leur cursus de droit, de médecine, d'informatique, ont pu faire valoir cet atout dans la poursuite d'études supérieures. Et c'est ce qu'ils expliquent. Avoir un projet professionnel ambitieux quand on vient d'un lycée excentré, qui n'est pas classé parmi les meilleurs lycées, ou quand on n'a pas le meilleur réseau, c'est possible, mais ça demande de faire les bons choix et ça demande sûrement beaucoup plus d'investissement. Donc, le premier fondement de cette association, c'est effectivement la défense du grec et du latin. Il y a eu ensuite la mise en place d'une troupe de théâtre. Et puis aujourd'hui, son activité principale, c'est l'accueil quotidien de 300 élèves, 180 élèves de primaire qui viennent de 20 écoles différentes et 130 collégiens et lycéens qui viennent de collèges et de lycées de la ville de Meaux et même d'ailleurs et qu'on accueille chaque soir en mettant en place aussi tous les samedis depuis 2008 une sortie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a chaque samedi 75 élèves qui visitent le matin un monument historique ou un musée, l'après-midi vont au théâtre. Pour revenir un petit peu sur le latin et le grec, pourquoi ce combat vous semble si important? Qu'apporte l'apprentissage de ces langues aux élèves et en particulier aux moins favorisés d'entre eux? Alors c'est au départ quelque chose dont je n'avais pas du tout l'intuition. Pour moi, le latin et le grec, c'est quelque chose que j'ai fait familialement et je ne pensais pas du tout que ça avait un tel sens, une telle puissance auprès des élèves. Et c'est vrai que le latin et le grec apportent à des élèves, par exemple, qui maîtrisent mal le français, et c'est le cas d'une grande majorité d'élèves aujourd'hui en France, ça permet de comprendre l'histoire d'une langue, de comprendre la formation d'une grammaire, et puis ça apporte aussi des choses absolument extraordinaires quand on peut toucher à la littérature gréco-latine, quand on peut, comme j'ai la chance de le faire, traduire l'Odyssée et l'Énéide avec des élèves, parce que les choses fondamentales de la vie, l'exil, les rapports entre un père et son fils, l'idée de la fragilité du destin humain, la guerre, la paix, enfin bref, des choses qui font partie aujourd'hui de notre univers sont dites et ont traversé 2000 années avec une simplicité et avec une accessibilité pour les élèves qui est absolument extraordinaire. Donc il y a un rayonnement de ces matières qu'il faut essayer de faire vivre intelligemment. Ça veut dire effectivement, c'est compliqué. Il faut faire venir les élèves au grec et au latin alors que ça n'a pas une bonne image de marque. Il faut éviter qu'ils s'en aillent. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à faire, mais qui est extrêmement gratifiant et qui surtout apporte de façon palpable et évidente beaucoup d'éléments aux élèves. Beaucoup d'atouts, notamment peut-être pour le vocabulaire, l'expression écrite et orale. Absolument. Une des choses que nous faisons quand nous passons dans les classes de 3e, c'est d'écrire des termes scientifiques qui apparaissent extrêmement compliqués au premier abord, otorhinolaryngologie, leucodystrophie, et de montrer comment est-ce que la connaissance de l'alphabet grec permet à la fois de comprendre le sens des mots et surtout comment est-ce qu'ils s'orthographient. Donc c'est l'idée aussi de montrer comment est-ce que le passage par le grec et le latin simplifie l'apprentissage du français. Même question finalement pour le théâtre. Vous-même, vous avez fait une école de théâtre, vous en êtes diplômé. Qu'est-ce que cela apporte aux élèves selon vous? Alors là encore, ça a été une découverte pour moi. Je me suis aperçu quand nous avons mis en place les premiers projets théâtre, les élèves répétaient 3 ou 4 fois par semaine un texte de Shakespeare ou une pièce de Rostand que nous jouions dans un théâtre devant 400 personnes et c'était des comédiens qui les encadraient. Donc il y avait tout un travail sur le texte. Et je me suis aperçu que l'élève, quand il vit son texte, quand il le porte sur scène, quand vraiment c'est son corps qui défend ce texte, que son rapport à la littérature changeait. C'est-à-dire que j'ai vu des élèves qui, après une année de théâtre, lisaient un poème de Baudelaire ou une tirade de Racine, mais de façon complètement différente. Et je crois que aujourd'hui, le théâtre est absolument indispensable à l'enseignement du français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre sensible un élève à la littérature sans passer, dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous les cas, il y a encore évidemment des lecteurs qui peuvent être sensibles au texte et à la beauté des mots, mais que le théâtre, pour la grande majorité des élèves, est un détour absolument indispensable. Et puis après, il y a tout ce qu'apporte le théâtre, notamment pour des élèves qui sont souvent étiquetés, qu'on considère comme venant de tel quartier, appartenant à telle catégorie de population. Le fait de tout à coup d'entrer dans un autre personnage devant un public très nombreux et de défendre ce personnage, je pense que c'est beaucoup plus profitable que les exercices oratoires dont on nous rebat les oreilles en ce moment.
Quels sont les projets d'avenir de votre association ? De continuer à exister, c'est-à-dire de maintenir l'existant, parce que aujourd'hui, mettre en place tous ces projets, accueillir 300 élèves quotidiennement, ça veut dire réunir un budget conséquent. C'est-à-dire que l'association doit chaque année réunir 200 000 euros. Donc c'est déjà continuer à faire face à cette demande massive des familles dans le quartier. C'est un premier objectif. Et puis ensuite, se développer, c'est-à-dire que il y a des contacts qui ont été établis avec d'autres villes pour que le savoir-faire qui a été acquis, pour que la réussite de cette association dans les quartiers prioritaires de la ville de Meaux puisse essaimer dans d'autres localités. Question traditionnelle de fin d'interview. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? Écoutez, j'ai la chance de travailler avec des anciens élèves qui ont des parcours de vie assez extraordinaires et qui aujourd'hui, dans le temps qu'ils ont à côté de leur activité professionnelle, mettent ce temps au service de l'association. Donc je penserai évidemment à la présidente de l'association Métis, Lise Mandin, qui est arrivée comme boursière en France en classe de 4e dans un collège de La Ferté-sous-Jouarre et qui a mené sa barque jusqu'au barreau de New York et qui aujourd'hui est la présidente, la figure de proue de l'association. Et je pense que elle, parmi d'autres, en tout cas, incarne une figure de l'engagement qu'il est important de mettre en valeur. Merci Augustin Dumière. Merci Aude Barietti. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.